syndicales évoluant dans le secteur se mettent en action pour la signature de la convention collective des mines et carrières. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus. Au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez sur la 89.5, vous êtes en bande FM et vous avez bien fait de nous choisir. Merci de nous regarder à la télé, c'est sur les bouquets Canal Plus et Star Times. Au menu de ce matin en Guinée, le calendrier électoral se précise enfin. On n'a pas arrêté de date, mais tout est fait pour que ça se tienne à la fin de l'année. En décembre précisément, a annoncé le Premier ministre Amadou Ouriba. Bien que rien ne soit officiel, le locataire du palais de la Colombe a fait cette sortie surprenante sur la tenue des élections présidentielles et législatives. Les deux échéances se tiendront en décembre 2025, a-t-il déclaré chez nos confrères de l'AFP. Après 4 ans de transition, le pays s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Le référendum en septembre, les législatives et la présidentielle en décembre 2025, alors quelles peuvent être les garanties pour des scrutins libres et inclusifs. Nous en parlerons avec Mahmoud Touré, les politologues, c'est notre premier invité. Au Mali, c'est un tournant politique majeur. Les autorités de transition ont décidé de la dissolution de tous les partis politiques et associations à caractère politique. La décision intervient après l'adoption par le Conseil national de la transition de la charte des partis politiques dans un climat tendu entre les acteurs de la vie sociopolitique malienne. Des acteurs politiques qui prévoyaient un grand rassemblement pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel entre autres ont été empêchés. Cette nouvelle décision de dissoudre les partis politiques suscite d'ailleurs des interrogations sur la trajectoire démocratique du pays et les libertés fondamentales. On en parle également dans cette émission Le Scanner sur le plan diplomatique. C'est une annonce des plus surprenantes. Le président américain Donald Trump a affirmé ce mardi 13 mai 2025 depuis Riyad en Arabie Saoudite qu'il levait les sanctions américaines contre la Syrie. Cette annonce est faite à la veille de sa rencontre avec le président syrien par intérim Ahmed al-Shara en Arabie Saoudite. Renvoie-t-elle à un repositionnement très stratégique au Moyen-Orient? Que faut-il en comprendre? Le décryptage à suivre dans quelques instants. Et dans la minute des partenaires, nous mettrons en lumière notre premier partenaire, Mondial Express, une agence de voyage spécialisée dans le tourisme, les déplacements et les séjours sur mesure. Grâce à des services complets allant de la billetterie à l'assistance visa en passant par le tourisme médical et éducatif, il offre à ses clients des expériences uniques et sans souci. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'elle offre aujourd'hui, il faut le dire, aux enfants, puisqu'on parle d'une agence de voyage, une expérience enrichissante mêlant détente, découverte culturelle, apprentissage et développement personnel dans un cadre sécurisé et international à travers une colonie de vacances. Pour tout savoir sur cette colonie de vacances, nous recevons Monsieur Seyi Afolosia. Il sera dans cette émission. Il est responsable stratégie et développement de Mondial Express. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
C'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs de chaque jour qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. Autour de moi, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mamadou Diallo. Bonjour Abdallah et également à tous qui nous écoutent. En Guinée, le calendrier électoral semble enfin se dessiner. On n'a pas encore fixé de date, mais tout est mis en œuvre pour que les élections aient lieu en décembre, a déclaré le Premier ministre Amadou Ouriba. Une annonce faite à nos confrères de l'AFP qui relance d'ailleurs le débat sur la crédibilité et la faisabilité du processus électoral après 4 années de transition. Référendum constitutionnel en septembre, législative, présidentielle en décembre. Le compte à rebours est donc lancé à Diallo. Justement, le compte à rebours est lancé. C'est une annonce surprise pour plusieurs observateurs, d'autant plus que nous sommes dans un processus de recensement. Un recensement qui doit aboutir à l'obtention d'un fichier électoral qui justement doit nous amener à ce scrutin référendaire qui a été annoncé par les autorités et qui doit se tenir le 21 septembre prochain. Alors jusque-là, on est d'accord que tout est mis en œuvre pour que nous puissions effectivement participer à ces référendums constitutionnels. Alors, est-ce que les élections législatives, enfin présidentielles législatives, étaient dans ce cadre-là? Puisque c'est un débat quand même qui avait connu plusieurs interprétations. Pour un premier temps, c'est le président de la République à l'occasion de son adresse à la nation qui avait parlé d'une année électorale en 2025, qui avait insisté sur le fait que le référendum constitutionnel doit pouvoir tenir dans les plus brefs délais. Éventuellement, il y a eu des annonces à travers le ministre secrétaire général de la présidence qui avait donné la date de la tenue de ce référendum-là. Comment tout cela va se passer en ce qui concerne les élections législatives, d'autant plus que en ce qui concerne le recensement, déjà, il y a certains observateurs, certains acteurs qui pensent qu'il faut un prolongement de ce processus-là. Au regard de l'engouement que cela suscite au niveau du pays, il faut essayer d'accorder des jours ou des semaines supplémentaires pouvant permettre à tout le monde de se faire enrôler. Est-ce que cette demande va être comprise par les autorités pour pouvoir quand même élargir justement le délai à ce que tout le monde puisse se faire recenser? La question reste posée. Alors, est-ce que d'ici là, ce prolongement ne va pas imputer aussi sur le calendrier de manière générale ou le chronogramme, pour ainsi dire? Est-ce que ça ne va pas peser de manière négative? Alors, la question reste posée. Est-ce qu'on peut se dire que l'effet contagieux gabonais est passé par là pour dire que finalement on décide finalement d'aller aux élections, comme ce fut le cas au Gabon, parce qu'au Gabon le coup d'État s'est opéré en 2023, finalement les élections sont organisées, le président est élu. Alors est-ce qu'on veut rapidement organiser les élections, même si auparavant ou au début on n'avait pas effectivement annoncé de manière expresse la tenue de ces élections-là? Donc toutes ces questions-là restent posées aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que au regard de l'opinion la plus partagée au niveau de notre pays ici, notamment les acteurs qui composent la nation, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs étatiques eux-mêmes, chacun ce qui le concerne exprimait quand même la volonté de pouvoir rapidement procéder au retour à l'ordre constitutionnel. Alors si tel est le cas, ça veut dire tout simplement que on peut bien organiser les élections. Maintenant, la prudence est où? La prudence demeure là où le Premier ministre lui-même s'est abstenu de donner une date précise. Alors qu'en réalité, quand il s'agit des élections, les élections, ce n'est pas du hasard. Les élections, c'est un chronogramme. C'est un chronogramme qui est connu. Telle période à telle période, voilà des activités qui doivent se dérouler. Telle période à une autre, voilà ce qui doit se passer. Donc je crois que c'est connu et les dates peuvent être connues aussi. Et il a même rappelé, pour le moment, ils n'ont pas choisi de date. Justement. Mais c'est en décembre 2025. Justement. Donc ils préfèrent rester vagues. Justement, très vague, et on peut dire tout cela que c'est une déclaration d'intention. Mais jusque-là, effectivement, rien n'est officiel. Justement, rien n'est officiel, encore une fois. Et tout n'est pas réuni aussi pour que cela soit ainsi. Bien. Mais quelle garantie pour des scrutins libres, Yaya Diallo, inclusifs et transparents? On va poser la question tout à l'heure à notre invité, le politologue Mahmoud Touré, qui est déjà au bout du fil. Bonjour, bienvenue, monsieur Touré. Bonjour.
Merci. Comment allez-vous? Ça va. Merci de l'appel. Ça va chez nous ce matin. Et on parle de cette actualité brûlante. Vous l'avez suivi comme nous. Aujourd'hui, le Premier ministre a sorti du Premier ministre Amadou Ouriba. Quelle lecture en tant que politologue faites-vous de cette annonce du Premier ministre, du patron du Palais de la Colombe? Ben écoutez, comme vous l'avez dit, c'est déjà le Premier ministre de la République de Guinée qui représente l'État guinéen et le gouvernement guinéen, donc le peuple de Guinée, Bien. Qui, le lundi 12 mai 2025 à Abidjan, a participé à Africa CA au forum qui regroupe plus de 2000 entreprises privées de l'Afrique avec le Premier ministre et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est déjà une opportunité. Et cependant, c'est ce forum que le Premier ministre a tenu le vraiment discours qui déjà annonce les couleurs des élections en République de Guinée. Et comme vous l'avez si bien dit, il annonce bien les couleurs, mais avec une imprécision totale. Une imprécision sociale parce que nous connaissons la date, le mois, je veux dire, nous connaissons l'année, mais nous ne connaissons pas le jour. Donc, mais qu'à cela ne tienne, politiquement, c'est un discours véritablement qui annonce la tenue des élections en décembre 2025. Mais à côté de ce même discours, on s'en rend compte que le président lui-même, qui est le principal concerné, reste toujours muet. Donc c'est un discours qui ne reste pas sans conséquences. Il y a plusieurs conséquences en ce qui concerne la gouvernance et la transparence, en ce qui concerne le contexte social et l'inclusion sociale, en ce qui concerne même la stratégie économique, parce que c'est un forum qui regroupe l'ensemble des acteurs économiques de l'Afrique et du monde entier. Donc la Guinée voudrait que ces acteurs aient un œil sur la République de Guinée en ce qui concerne les investissements. D'accord. Pour vous, quelles sont aujourd'hui les conditions à réunir pour garantir bien évidemment des scrutins transparents et crédibles en République de Guinée, puisque c'est quand même cette question qui revient pas qu'en Guinée, en Afrique, après des scrutins ou avant même les scrutins, on a cette question qui revient, cette question de crédibilité, de transparence. Écoutez, il faut dire déjà que c'est déjà une promesse qui est tenue. Même si la précision en termes de jour de ce n'est pas donnée, mais c'est déjà une promesse du gouvernement qui est tenue. C'est déjà une volonté de retour à l'ordre constitutionnel. Et pour capitaliser cela, comme vous le dites, le gouvernement a organisé un recensement national à base électorale. Donc c'est déjà un levier prouvant à l'institution ou à la communauté nationale et internationale qu'ils ont la volonté de pouvoir déjà organiser des élections libres et transparentes. Bien. Alors, et d'un autre côté, il faut dire que dans le même discours du Premier ministre, il a insisté sur les réformes que le gouvernement a mis en place, qui prouvent éventuellement, selon lui, une gouvernance et une transparence pour ces mêmes élections. Bien, oui. Alors, lui-même, le Premier ministre l'avait reconnu que l'enjeu, c'était de faire en sorte qu'il y ait une adhésion massive à ce processus de recensement, mais aussi à ce processus électoral. Alors, dites-nous comment tout cela va se faire, d'autant plus que quelques mastodontes, pour ne pas dire tous les mastodontes de la classe politique aujourd'hui sont en exil. Comment faire en sorte que la participation soit inclusive? Bon, écoutez, la participation est citoyenne. Hein? La participation est citoyenne. L'exil de ces mastodontes, comme vous le dites, à l'étranger est stratégique et politique. Mais je pense que le gouvernement, dans sa stratégie, ne tiendra jamais un discours concernant la position ou la localisation de ces opposants. Eux, ils vont beaucoup plus insister sur l'inclusivité sociale de la population. Donc voici pourquoi ces élections, je veux dire ces recensements qui sont organisés, ils appellent, et vous-même vous l'avez précisé, aller jusqu'à reporter aussi la date pour permettre aux populations de pouvoir s'inscrire de façon massive. Donc, à un moment donné, ils vont faire appel. Ils vont faire appel, demander aux mastodontes de revenir au pays. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'à côté, il y a les mouvements de soutien aujourd'hui partout en République de Guinée pour
la candidature du président Mamadi Doumbouya. Donc, ces partis politiques sont menacés de part et d'autre. Est-ce qu'ils sont toujours en réunion politique? Est-ce que beaucoup de partis politiques ont été suspendus parce qu'il n'y a pas eu de congrès? Est-ce que donc, ça veut éventuellement dire que la base de ces partis politiques, la stratégie du gouvernement en place, je le dis en griffe, était de détruire cette base. Et ce qui fut fait, et donc si on organise les élections maintenant en décembre, je pense que ça sera un score à la russe comme au Gabon. Bien. Est-ce qu'il faut aussi imaginer le scénario gabonais? D'abord, le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui, pour un premier temps, dans l'une de ses sorties ou dans ses premières sorties, avait quand même promis de ne pas être candidat aux élections. Il ôte la tenue, il devient un civil. Plus tard, il se présente aux élections présidentielles et puis il est élu haut la main avec un score soviétique, vous l'avez déjà rappelé. Est-ce qu'aujourd'hui en Guinée, il faut craindre ou envisager le scénario gabonais? Ben évidemment, on ne refait pas la roue. On ne refait pas la roue. Effectivement, c'est ce qui risque de se passer en République de Guinée. Et vous-même, vous l'avez signifié. C'est pourquoi Mamadi Doumbouya, le président de la République, a été choisi pour celui à qui le président gabonais a passé le flambeau. Le flambeau, oui. Et pourquoi? Donc, ça veut éventuellement dire que dans les échanges, le président gabonais aussi, qui est un militaire, qui a accédé à la magistrature suprême en premier temps par un coup d'État, a commencé d'abord à sillonner tout le pays, la nation gabonaise, pour peser les pour et les contre de la population. C'est à la suite des soutiens qu'il y a eu éventuellement un référendum qui lui donnait tout le plein droit de se présenter. N'est-ce pas la même procédure qui se passe en République de Guinée? Nous pensons que véritablement c'est la même procédure qui se passe en République de Guinée à partir du moment où les mouvements de soutien sont véritablement et qui fleurissent partout en République de Guinée. Donc on pourrait direct, sans doute, nul doute, constater que le même scénario risque de se passer en République de Guinée. Justement, oui, Jean. Alors, Monsieur Touré, 3 mois de plus. Après, je parle du référendum qui se tiendra en septembre, octobre, novembre. On sera à décembre. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est réalisable d'organiser des élections, notamment couplées présidentielles et législatives en décembre? Bon, décembre, techniquement, nous pensons que je suis un peu dubitatif en ce qui concerne la réalisation des élections. Parce que la question qu'on se pose, est-ce que toutes les bases de l'organisation des élections libres et transparentes sont réunies? Parce qu'en parlant d'élections libres et transparentes, c'est laisser la possibilité, la chance et l'opportunité à tous ces leaders politiques de revenir au pays pour des campagnes de sensibilisation pour les élections. Est-ce que cela fut fait? Bon, nous restons sur notre fin. Secondo, de façon technique, quel est l'organe chargé d'organiser les élections libres et transparentes en République de Guinée? Nous pensons que auparavant c'était la CENI. Ouais. Mais quelle est la position de la CENI aujourd'hui? Qu'est-ce que la CENI fait aujourd'hui? On a comme l'impression que la CENI véritablement s'est volatilisée en République de Guinée. Elle n'existe plus, c'est le ministère de l'administration du territoire voilà, de la donc ça veut dire que en passant le flambeau au ministère de l'administration du territoire pour organiser les élections, étant donné que ce même ministère est en campagne aussi pour le soutien à la candidature du président de la République. Alors, est-ce qu'il faut craindre quelque chose à ce niveau, M. Touré? Écoutez, je laisse pratiquement chaque Guinéen d'analyser cela, mais nous voudrons que normalement dans les tests, c'est le ministère de l'administration de la décentralisation et autres qui est chargé d'organiser les élections normalement dans les différents pays. C'est parce qu'il y a eu, à un moment donné dans les années 2000-2010, un problème de doute, de partialité, que les acteurs se sont réunis pour créer ou mettre en place des organes ou un organe chargé d'organiser les élections à l'intérieur duquel il va y avoir la représentation de tous les partis politiques. Alors, chose qui n'est pas faite.
Alors, Mamoudou Touré, et politiquement, qu'est-ce qu'on peut envisager en ce qui concerne le général Mamadi Doumbouya, puisque nous sommes dans une comparaison, même si elle n'est pas tout à fait la raison. Est-ce que ici encore en Guinée, on peut voir le général Mamadi Doumbouya ôter la tenue, donc de redevenir civil et se présenter pour pouvoir certainement apaiser les esprits? Effectivement, on peut y penser à cela, parce que après tout, depuis le 5 septembre 2021, le président Mamadi Doumbouya, il est à la tête de la magistrature suprême, donc président de la République. Mais nous ne sommes pas dans son esprit, mais nous ne pouvons que analyser l'ensemble des différents actes et manifestations qui se passent tout autour de lui. Donc, ce que nous envisageons aussi, c'est un président qui a cette volonté de changer l'avenir du pays, changer la classe politique, apporter beaucoup plus de développement en République de Guinée, comme tout ce qui fut dit le 5 septembre. Il faut sans doute envisager qu'à un moment donné, après le référendum, quand la population va voter massivement oui, le président Mamadi Doumbouya va se présenter. Bien. Maintenant, quel rôle doivent jouer et la société civile et les partis politiques dans ce processus électoral? Très important peut-être. Effectivement. La société civile, le rôle de la société civile, c'est d'accompagner l'État, rappeler le gouvernement, rappeler tous les ministères de l'engagement pris pour le développement national. Donc, la société civile a pour mission de sensibiliser à la culture de la démocratie, à la culture de la paix, à la culture du comportement des citoyens et des partis politiques avant les élections, pendant les élections et après les élections, pour consolider, garder, privilégier le dialogue, l'inclusion et la paix en République de Guinée. Parce qu'on n'a seulement que la Guinée. Donc, la population, je veux dire la société civile, son rôle, c'est d'interpeller l'État à organiser les élections. Son rôle, c'est d'appeler les partis politiques à sensibiliser, à former les différents militants. Son rôle, c'est d'encourager la population à exercer leur droit civil, qui est de voter librement et de façon transparente. Justement, parlant... Mamoudou, oui, allez-y. Alors, je disais que, parlant justement de ces élections en République de Guinée, ici, vous avez rappelé ici, c'est avant, c'est pendant, c'est après. Alors, avant les élections, il y a un certain nombre de préalables dont il faut mettre en place pour garantir la crédibilité de ces élections, éventuellement. Il y a la classe politique et une bonne partie de la société civile déjà qui crie à l'exclusion. Comment faire en sorte que tous ces acteurs-là puissent participer au processus en amont pour pouvoir garantir éventuellement une crédibilité? C'est de les appeler à la table de discussion, ensemble discuter sur la marche à suivre pour le processus électoral. C'est de les faire participer dans tout le processus en tant qu'observateurs, même ces recensements qu'ils sont en train de faire. C'est leur laisser la possibilité d'observer et donner un point de vue sur la justesse et la transparence de tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est société civile, le gouvernement doit les impliquer, doit les appeler et doit les informer et doit leur laisser la possibilité aussi de façon libre d'analyser et apporter leur point de vue et aussi leur contribution avant la tenue de ces élections. Donc, un dialogue entre les différentes parties prenantes. Effectivement. Merci Mahmoud Touré d'être intervenu chez nous. Je rappelle que vous êtes politologue. Je vous en prie. Merci et bonne émission à vous. Et je salue tout le monde. Merci. À très vite sur Kavi Média et dans cette émission Le Scanner. On parle de cette autre actualité. C'est une décision inédite. Au Mali, les autorités de transition ont annoncé la dissolution de l'ensemble des partis politiques et associations à caractère politique. Cette décision intervient dans un climat politique déjà tendu, je l'ai rappelé à l'entame, alors que plusieurs acteurs prévoyaient un grand rassemblement pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel
constitutionnelle. Que signifie cette mesure pour l'avenir démocratique du Mali? Quelle place reste-t-il pour la liberté d'expression? Autant d'interrogations, Mamadou Diallo. Oui, Abdoulaye Camara, l'actualité ne fait que bouger ces derniers temps en République du Mali. On a connu la semaine dernière la suspension des activités des partis politiques pour un premier temps et c'est revenu même ce 12 mai également avec le CNT qui a abrogé une loi. Et effectivement. Alors, ce 13 mai, il y a eu un décret présidentiel qui a été pris également pour dissoudre les partis politiques, les associations des associations politiques qui aujourd'hui interdit les associations politiques ou les mouvements politiques ou en tout cas les partis politiques d'exercer sur le territoire national. Abdallah, voici donc le décret qui est sorti encore hier, qui a été signé par le président de la transition et qui a été même lu à la télévision nationale dans l'après-midi donc de ce 13 mai, Abdallah Camara. Oui, mais quels sont les fondements juridiques invoqués par les autorités pour quand même dissoudre les partis politiques? Voilà une autre question. Oui, bon, il y a des raisons derrière, on ne peut pas les en vouloir, mais tout reste à croire, Abdallah, que l'abrogation préalable donc, de la charte des partis politiques, quand on se base sur la loi numéro 05 et 047 et du statut de l'opposition, donc de la loi également du numéro 2015-007 adoptée par le Conseil national de la transition de ce 12 mai 2025, je le rappelais tout à l'heure. Les autorités justifient donc cette décision, Abdallah, ou cette mesure par la nécessité et la volonté des autorités de la transition malienne aujourd'hui de préserver ce qu'ils appellent l'ordre public ou la paix au niveau du Mali, mais surtout réorganiser la vie politique malienne et structurer également ce mouvement ou cette crise aujourd'hui qui ne fait que s'agrandir du côté de Mali. Bien, Yaya Diallo, vous avez aussi suivi cette actualité. Peut-on parler d'un recul démocratique ou d'une mesure d'assainissement entre autres politiques? Il y a beaucoup de choses à assainir au Mali, en dehors des partis politiques. On est à l'honneur, donc il faut assainir. Je crois que c'était l'argument fondamental dont on avait mis en avant depuis la prise du pouvoir de ces colonels d'alors. Finalement, la question reste lancinante. On n'a pas pu trouver de solution au niveau du Nord. Les attaques continuent, quelquefois des attaques à caractère communautaire. Donc, il y a une crise qui est là, qui est pressante et pour laquelle, ou contre laquelle, pour ainsi dire, les autorités maliennes n'ont pas pu répondre. Alors, il y a cette dissolution quand même qui était quand même annoncée dans les tuyaux il y a longtemps. Il fallait suivre un peu la procédure, justement. C'est maquillage démocratique dont on a bien voulu faire. Donc finalement, la suspension qui a été annoncée, vous savez, tout cela est parti de cette conférence qui a pu quand même soulever un certain nombre de recommandations, notamment le fait d'élever Assimi Goïta au rang de président de la République avec un mandat de 5 ans, éventuellement diminuer, c'était ça aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une pléthore de partis politiques au Mali. Et on parlait de plus de 300 partis politiques. Plus de 300 partis politiques, justement, et qu'il fallait justement essayer de raboter un peu ces partis politiques-là. Sauf qu'aujourd'hui, les partis, on parle de tous les partis politiques, mais il y a certains mouvements à caractère politique qui sont pro de la transition, pro-transition, mais qui continuent de manifester. Est-ce que vous comprenez un peu la trajectoire? D'exercer alors. D'exercer, oui. Manifester leur soutien d'exercer leurs activités, justement parce que tout simplement ils sont dans l'esprit. Donc vous suivez mon regard. On est dans l'esprit. Quand on est dans l'esprit, on fait ce qu'on veut. Et bien finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. À un certain niveau, beaucoup pensaient que les acteurs politiques maliens somnolaient. Il n'y avait pas eu de contestation après les contestations de mars 2024 qui a abouti à l'emprisonnement d'une dizaine d'opposants. Finalement, les partis politiques, c'était silence radio. On ne disait absolument rien. Entre-temps, il y a certains qui se sont organisés, notamment le parti Élément, dont on parlait, puisqu'il y a un de l'air qui fit partir parmi ceux qui ont été arrêtés, disons portés disparus. Et finalement, il y avait cette réorganisation qui s'est profilée à l'horizon. Et j'ai posé la question à notre invité d'hier en ce qui concerne l'imam Diko, qui est quand même resté une figure très influente au niveau du Mali aussi, qui a affûté ses armes. Il avait annoncé tout récemment son retour qui fit avorter finalement, parce qu'on sait très bien que les relations aujourd'hui qui existent entre lui et les autorités maliennes. Donc, il y a
cette histoire entre le Mali et l'Algérie, dont on accuse de vouloir justement déstabiliser le Mali. Donc il y a un cocktail de problèmes aujourd'hui qui font que et finalement, les autorités maliennes sont en train justement d'aller vers une dérive, tout simplement. Donc on peut parler de recul démocratique. Absolument. Pas que d'assainissement politique, mais aussi de recul démocratique. Justement, et quand on parle de recul démocratique, automatiquement, il y a une dictature qui s'impose. Bien. Parce que tout simplement, on ne veut plus une voix discordante, on ne veut plus avoir des gens qui pensent autre qu'est-ce qu'on pense, alors qu'en réalité, la démocratie, sa respiration, c'est cette contradiction. Alors, dès l'instant que la dissolution est effective de tous les partis politiques au Mali, ça veut dire que nous nous acheminons vers une pensée unique en République du Mali. En République du Mali. Mais maintenant, Dian, quelles sont les conséquences concrètes pour la vie politique et notamment les futures élections au Mali? Parce que le bateau tangue de ce côté. Jusque-là, pas d'élection. Effectivement, Abdallah, les conséquences sont déjà visibles à partir du moment où les partis politiques ont été dissous. Il n'y a plus d'activité politique à ce niveau-là. Donc, les conséquences commencent par là. Il n'y a plus d'activité de réunion, que ce soit les associations, que ce soit les mouvements politiques, qui ne tiendront plus leurs activités comme ils le faisaient à l'époque. Donc, cela empêche toute activité aujourd'hui politique et suspend également le financement public de ces partis politiques-là, Abdallah, parce qu'il faudrait aussi le rappeler. Et c'est ainsi que ça se passe au niveau donc, du Mali. Exactement. Alors, cette situation aussi, Abdallah, compromet la tenue des élections inclusives au niveau inclusive et transparente et transparente, parce que à partir du moment où il n'y a pas d'activité politique, à partir du moment où il n'y a pas une liberté d'expression, justement, Abdallah, parce que les partis politiques sont mis, disons, à l'arrêt aujourd'hui, s'il n'y a pas une diversité d'opinion. Comment est-ce que les activités partis, comment est-ce que les politiques pourront s'exprimer, inviter leurs militants, à peut-être à voter pour eux, peut-être un peu plus tard, parce que pour le moment on ne parle pas d'élection, on ne parle pas aussi d'organisation d'élections, on ne parle que de dissolution donc de ces partis politiques-là. Et quand exactement va revenir justement ces partis politiques-là? C'est la question qu'il faut se poser, Abdallah, parce qu'on parle d'assainissement aujourd'hui de la classe politique malienne, mais à quand exactement cela va revenir? Il y a même dans le décret qui a été lu hier, Abdallah, il y a le gouvernement, les autorités qui prévoient de réorganiser tout cela dans un bref délai pour le moment, mais on attend de voir ce que ça va donner. Donc les élections, ce ne sont pas pour demain? Ça ne s'annonce pas pour demain, mais laissons en tout cas la chance aux autorités maliennes d'en décider. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que nous nous acheminons vers 10 ans. Si on s'en tient aux recommandations de cette conférence qui vient de se dérouler. Il y a eu 4 ans qui ont été déjà consommés. 4 ans, disons 5 ans, on est dans la 5e année, parce qu'en Guinée, nous sommes dans la 4e année. Donc ça veut dire que 10 ans d'emblée, pas d'élection. Aucune date. Juste aucune date. Et c'est ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui. L'AES, au niveau du Niger, c'est acté. Au niveau du Burkina Faso, c'est acté. 5 ans, le statut du président de la République accordé à tous ces chefs militaires-là. Donc, il ne restait qu'au Mali pour pouvoir justement se conformer à cette situation. Donc, finalement, il fallait dissoudre les partis politiques pour ne pas que ça s'accrie. Alors qu'en réalité, est-ce que ça va continuer comme ça, d'autant plus que nous connaissons aussi la pluralité politique au niveau du Mali. Nous connaissons la complexité sociologique aussi de ce pays frère-là. Donc, il y a tous ces aspects-là aujourd'hui. Et nous connaissons aussi quelquefois cette liaison entre certains acteurs politiques qu'on accuse d'être aussi de mèche avec des djihadistes. Donc, tout cela, à mon avis, ce sont des choses qui devraient pouvoir amener aux autorités maliennes de réfléchir avant de s'engager dans un projet que je puisse considérer de funeste. Et c'est là il faut aller encore plus loin. Le Mali appartient à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pas à la CEDEAO. Aujourd'hui, la communauté internationale ne réagit pas. En tout cas, officiellement, nous n'avons pas eu de réaction. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Mali est abandonné à elle-même en tant que république? C'est voulu. Voyez-vous que c'est un processus. Il fallait carrément quitter la CEDEAO parce que ne pouvant plus supporter certainement les pressions de la CEDEAO, qu'on a accusé à tort ou à raison d'être justement une appendice de la France. Donc, il fallait sortir carrément dedans et de se mettre ensemble. Les oiseaux des mêmes espèces volent ensemble. Aujourd'hui, nous comprenons que ce soit le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ce sont des États qui ont une même vision, qui pensent que le problème à un certain niveau, ce fut le colon, et il fallait justement couper le colon
cordon ombilical et de se tourner vers d'autres partenaires, peut-être qui sont moins, moins critiques, qui ont un regard plus ou moins complaisant vis-à-vis de ce qui se passe. Alors qu'en réalité, on voit très bien que c'est pourquoi ces gens-là sont venus à la tête de ces différents États-là. C'est contre le terrorisme, donc l'insécurité. Est-ce que l'insécurité a connu plus ou moins, disons, une baisse ou un ralentissement? La question, elle est relative. La réponse va être franchement aussi relative parce que au Niger, les mêmes attaques continuent. Au Mali, tout récemment, on parle plus d'une centaine de morts. Et ça, ce sont des attaques intercommunautaires. Alors que ce sont des faits qui peuvent effectivement connaître, disons, des répercussions politiques très négatives sur la stabilité du pays. Parce que l'argument qui est mis en avant, c'est pour préserver la quiétude sociale. Donc quand vous posez des actes aussi qui peuvent aussi, disons, créer ce qu'on appelle des tensions politiques et sociales, ça veut dire qu'il y a une contradiction manifeste aujourd'hui qui caractérise la décision des autorités maliennes. Est-ce qu'on peut dire, Mamadou Dian, que la décision, l'adoption faite par le CNT a tracé la route pour les autorités maliennes de suspendre toutes les activités des partis politiques, suspendre même tous les partis politiques? Oui, Abdallah, c'était prévisible. On le disait, il y a eu déjà les autorités qui ont suspendu. D'abord, c'est eux qui ont pris la décision de suspendre les activités. Après, le CNT est venu et par après discuter et abroger une loi encore pour effectivement dissoudre les partis politiques. Et c'est ce qui a été c'est ce qui a été validé aujourd'hui par les autorités maliennes. Donc, tout était mis vraiment sur la table pour que ça soit ainsi. Surtout ces dernières semaines-là, Abdallah, c'était vraiment prévisible. Il y a même les acteurs politiques qui dénonçaient ce qui se passait aujourd'hui du côté de Mali. Donc pour eux, c'est sans surprise en tout cas ce qui se passe aujourd'hui du côté de Mali. On a connu récemment, et même hier on en parlait dans cette émission, la disparition de quelques-uns, des figures notamment de la société civile et de la classe politique malienne aujourd'hui. Donc Abdallah. Donc très compliqué, silence coupable de la communauté internationale ou analyse profonde? Bon, la communauté internationale, quand même, il y a eu quelques réactions, il faut le noter, Abdallah. Il y a eu la réaction d'Amnesty International qui a sanctionné ou qui a condamné cette liberté d'expression qui a été coupée au Mali, surtout l'exercice des partis politiques aujourd'hui. La violation des droits humains surtout. Effectivement. Donc il y a eu Amnesty International qui a réagi et qui dénonce cette mesure comme étant contraire aux engagements internationaux qui ont été signés entre le Mali et au niveau international, Abdallah. Il y a également eu peut-être aussi des experts des Nations Unies qui se sont exprimés sur le sujet, même si ça n'a pas fait encore débat, mais quand même qu'il y a eu des réactions. Maintenant, côté Mali aussi, Abdallah, et puisqu'on parle du Mali, il y a les acteurs politiques qui ont aussi voulu prendre la parole et surtout dénoncer aujourd'hui ce qui se passe de ce côté-là. Quand on prend l'exemple, et celui-ci dit avec ce décret, nous sommes officiellement retournés en dictature. C'est ce que disait même Yaya tout à l'heure. S'il n'y a pas une politique, c'est purement de la dictature ou autocratie. En tout cas, c'est qui se dessine. Donc, il y a eu encore une autre réaction du général Moussa Traoré qui a dirigé donc le Mali en 1991. Il dit la lutte s'annonce ardue, mais les Maliens sont historiquement initiés et attachés à la démocratie. Donc, poursuit cette autre figure ou cette autre figure emblématique du côté du Mali. Du côté du Mali, en tout cas, nous allons essayer de suivre l'évolution de l'actualité de ce côté, puisque tu l'as déjà rappelé, ça fait 5 jours. 5 jours que le Mali fait évoluer l'actualité de ce côté, l'actualité politique. Sur le plan diplomatique, nous on s'intéresse au monde. Une annonce de Trump pour le moins inattendu, j'y arrive. Le président américain a levé certaines sanctions contre la Syrie. Il a fait l'annonce depuis Riyad en Arabie Saoudite. La décision intervient à la veille de sa rencontre avec le président syrien par intérim, Ahmed Al-Shara. Faut-il y voir un nouveau réalignement stratégique au Moyen-Orient? Il a le rappelé hier même dans cette émission. Quels sont les enjeux derrière ce geste politique, Yaya Diallo, puisqu'on l'avait soulevé hier? Justement, c'est à se demander qu'est-ce qui se passe, parce que nous connaissions jusque-là que les États-Unis avaient, on ne parle plus des sanctions, c'était un embargo total. Les États-Unis ont dû imposer à la Syrie suite à cette
cette crise que nous avons connue du côté de la Syrie, plus de 14 ans de guerre civile, de guerre fracticide. Vous vous rappelez très bien que sous le règne du dictateur Omar el-Béchir, justement, al-Assad, justement, et Bachar al-Assad, qui avait justement mis son pays dans une situation absolument indescriptible. Alors finalement, suite à cela, nous connaissons l'alignement. À l'époque, c'était les États-Unis qui étaient contre le régime. Il y avait la Russie qui soutenait Bachar al-Assad et cet alignement a dû suivre justement un peu partout à travers les alliés des États-Unis, puisque c'est ça aussi, c'est une suite logique. Donc finalement, on s'en rend compte que Donald Trump, qui a dû quand même entamer une visite au niveau du Golfe, une visite dont il a commencé par l'Arabie Saoudite, et c'est pas la première fois. Au niveau de son premier mandat aussi, en 2017, il avait commencé par l'Arabie Saoudite. Alors cette fois-ci aussi, excepté de cette visite à Rome liée au décès du pape François, c'est en Arabie Saoudite aussi qu'il a commencé une visite internationale. Donc l'enjeu il est là, l'enjeu est palpable. L'enjeu est qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite, qui constitue une puissance régionale, un véritable partenaire pour les États-Unis, parce que nous connaissons très bien que les ressources énergétiques que regorge cette partie du Moyen-Orient. Alors il fallait y passer justement pour essayer de signer un certain nombre de contrats. Alors beaucoup parlent d'une visite de business, mais se dit gagnant-gagnant. Voyez-vous que Donald Trump lui-même, il avait dit au niveau de la tribune du palais à Riyad, il avait dit que c'est suite à des demandes pressantes du prince saoudien qu'il a dû accéder effectivement à ces doléances-là pour pouvoir ordonner. Parce que jusqu'à présent, il a dit vouloir ordonner à ce qu'on puisse lever les sanctions. Alors, ça va être un processus, ça ne va pas être d'un seul coup qu'on procède justement à la levée de toutes ces sanctions-là. Ça va être progressif. Toujours est-il que la volonté, elle est exprimée. Donc, ça veut dire tout simplement que nous allons, dans les prochains jours, assister à cette levée progressive des sanctions qui ont été imposées à la Syrie suite à cette guerre civile que nous avons connue. Bien, puisqu'on parle de sanctions, quelles sont ces sanctions ? Naturellement, il faut les comprendre. Justement, ces sanctions, il faut premièrement d'abord, ce sont des sanctions économiques. Vous savez très bien que les États-Unis, ils ont un éventail à travers le monde, à travers lequel quelquefois ils agitent le chiffon rouge. Ce sont les financements liés à la santé, ce sont des financements liés à l'éducation, aux infrastructures, à l'énergie. Alors tout cela est coupé en ce qui concerne, à un certain niveau, a été coupé. Ce sont des sanctions diplomatiques. Nous connaissons très bien que la Russie sur la scène internationale n'existait presque pas. Ce sont des sanctions sécuritaires, je viens de le rappeler ici. En ce qui concerne la vente des armes, c'était presque coupé. La Russie s'approvisionnait à partir... La Syrie s'approvisionnait à partir de la Russie. Donc il y avait tous ces éléments-là qui pesaient. Et d'autres sanctions aussi, c'est des sanctions politiques, parce que nous savons très bien que les États-Unis, quand vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire tout simplement qu'ils sont contre vous. Donc c'est une règle qui est connue. Soit que vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Donc au niveau de la Syrie, nous avons connu une crise qui a perduré plus d'une décennie, il faut le rappeler. Avec plus de 500 groupes qui sont armés au niveau de la Syrie. Et bien finalement, celui qu'on considère comme étant le problème, donc Bachar al-Assad a sauté. C'est un djihadiste, il faut le rappeler. C'est un djihadiste qui est venu à travers une coalition qui regroupait aussi en son sein plusieurs groupuscules aussi djihadistes qui combattaient le régime Bachar al-Assad. Donc finalement, ce monsieur qui est venu ici, il a promis de reconstruire la Russie, la Syrie, j'allais dire, la Syrie. Et bien finalement, il s'est rendu en France. C'était sa toute première visite en ce qui concerne les États européens. En France, où il a été accueilli, il avait justement réaffirmé sa volonté de pouvoir rassembler tous les Syriens et de procéder à la reconstruction de cet État complètement déchiqueté, il faut le rappeler, suite à cette guerre que nous avons connue. Mais finalement, ça n'est suivi cette rencontre briève qui va être accordée, c'est aujourd'hui, nous sommes mercredi. Aujourd'hui, il va être reçu brièvement par Donald Trump pour qu'il puisse échanger avec lui autour de lui et autour d'un certain nombre de questions. Et je pense que, Abdallah, on peut se poser la question, comment en est-on arrivé à ce stade-là? Surtout, d'anciens djihadistes, aujourd'hui, il se retrouve quand même dans le viseur de beaucoup de chefs d'État. Il a été reçu récemment par Emmanuel Macron, qui a suscité quand même assez de réactions
comme tu l'as posé, comment en est-on arrivé là? On est abouti à cela aboutit à assez de réactions, quelquefois des indignations au niveau de l'opposition française, quelquefois même au niveau de l'extrême gauche de manière générale en Europe, parce que pour eux c'est un djihadiste. Un djihadiste est un terroriste. Reste un terroriste. Un terroriste. Alors c'est un terroriste, comment se fait-il qu'on puisse combattre un temps soit peu un président plus ou moins élu avec tout ce que nous avons connu, l'hécatombe humaine au niveau de la Syrie, et finalement soutenir un djihadiste. Dérouler le tapis rouge. Le tapis rouge à un djihadiste que nous avons connu, parce que nous reviendrons encore une fois. Qu'est-ce qui a amené aussi finalement les États-Unis à accepter? Parce que c'est Mohamed aussi al-Shafar, le président syrien, le djihadiste syrien, qui aussi avait combattu les Américains au niveau de l'Irak. Parce que ce sont des tentacules qui constituent l'Empire ottoman à un certain niveau. C'est le Moyen-Orient. L'Empire ottoman, c'est la Turquie, c'est la Russie, c'est le Liban, c'est l'Irak, c'est l'Iran. Donc, il y a des tentacules qui concernaient tous ces pays du Moyen-Orient, dont ces groupes de rebelles ont dû justement combattre les Américains à travers la guerre qui s'est passée au niveau de l'Irak. Donc, il y a tous ces aspects-là qui se posent aujourd'hui. Mais Donald Trump, qui avait quand même, pour un premier temps, déclaré une guerre commerciale, pour laquelle guerre il n'a absolument rien gagné, il faut le rappeler, parce que c'est cela aussi. Pour l'heure, oui. C'était un rebondissement. Plutôt, c'était quand même une chute annoncée de l'économie américaine. Et finalement, il fallait partir parce que il y avait l'Arabie Saoudite, il y avait les Émirats Arabes Unis, il y avait le Koweït aussi qui avaient exprimé leur volonté de diversifier les partenariats. Et quand c'est comme ça, c'est comme si c'était une déclaration de guerre pour les États-Unis. Donc les États-Unis ont leurs alliés ailleurs, ils ne veulent pas que d'autres puissent justement avoir des partenariats beaucoup plus élargis avec ces États-là. Donc il fallait y partir et finalement ce qu'il voulait, soit qu'il en a obtenu, c'est plus de 500 milliards d'investissements que le prince saoudien a dit annoncer. Vous avez suivi Donald Trump qui n'a cessé de féliciter le prince saoudien en ce qui concerne ces gestes-là. En contrepartie, c'est quoi? Il faut essayer de revoir la situation du Yémen. Vous savez très bien que le Yémen qui est opposé à l'Arabie Saoudite à travers les rebelles Houthis qui sont soutenus par l'Iran. Il faut revoir aussi la situation nucléaire iranienne, quelque chose qu'on ne pouvait pas s'imaginer sous Trump. Et finalement, les discussions sont en cours. Ça veut dire que de ce côté-là aussi, le problème va être résolu. Bien. La question épineuse, pour terminer, c'est cette question de la crise palestinienne dont il faut absolument trouver des solutions. Et je crois que les Américains en ont décidé de trouver des initiatives humanitaires. Quelque chose qui n'a pas plu à Benjamin Netanyahu. Donc c'est à se demander effectivement à quel prix Donald Trump veut justement à régulariser tout cela quand on sait très bien que le Moyen-Orient quand même reste et demeure une zone plus ou moins instable dont il faut forcément essayer de stabiliser pour permettre justement au monde de faire face à une paix durable. Une paix durable. Mamadou Jean, une politique à la Trump, qui l'aurait cru? Aujourd'hui cette chaîne, on a quand même vu la guerre commerciale enclenchée par Donald Trump. Aujourd'hui, qui lève le pied petit à petit. Oui, qui lève le pied petit à petit. On en parlait même hier dans cette émission. Aujourd'hui, c'est le tour de la Syrie. Comme il a déjà dit, il dit aujourd'hui, je vais ordonner l'arrêt des sanctions contre la Syrie pour leur donner une chance, ou une grande chance, en tout cas une chance de grandeur. Une chance de grandeur pour être complet, donc pour se réveiller. Donc voici une autre chance que donne Donald Trump avec cette autre ouverture dans le monde entier, Abdallah. C'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais en tout cas il s'efforce pour changer la donne. Changer la donne. Est-ce qu'on peut parler de retour sur la scène internationale de la Syrie après, en tout cas, cette annonce de Donald Trump? Justement, parce que bien avant les États-Unis, il y avait le Canada aussi qui avait levé ses sanctions. Nous avions le Royaume-Uni aussi qui avait levé ses sanctions. Je crois qu'éventuellement aussi la France. Finalement, ça n'est suivi les États-Unis. Donc, ça veut dire forcément que c'est un retour annoncé de la Syrie sur la scène internationale. Jusqu'à quand ce retour va durer? D'autant plus qu'il y a aussi des attaques meurtrières qui continuent au niveau de la Syrie. Ça, c'est un fait. Je pense qu'il y a le pain sur la planche en ce qui concerne la gestion de cet État pour les nouvelles hommes forts de cet État-là, parce que tout simplement, il y a des minorités dont il faut tenir compte, notamment les minorités alaouites,
des confessions très proches de l'ancien président qui sont aujourd'hui retournées aussi contre les djihadistes qu'il combattait. Donc il y a de cela une année. Donc il y a tous ces aspects-là qui se posent aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant dire que tout va mieux au niveau de la Syrie. Il y a des guerres qui persistent. Je le rappelais, ce n'est pas facile. Un État qui a connu une telle guérilla urbaine depuis plus de 14 ans, avec plus de 500 groupes de rebelles et de djihadistes. Bachar al-Assad qui s'est opposé au monde entier. Au monde entier. Et avec un soutien russe. Il faut le rappeler. Justement, un soutien russe, par ricochet, un soutien aussi iranien. Iranien. Donc, voyez-vous, c'est une chaîne. Donc, on ne fait rien pour rien en ce qui concerne les soutiens internationaux. Donc, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, si les États-Unis annoncent la levée de ces sanctions-là, tous les alliés des États-Unis vont essayer de suivre. Donc une chaîne que Donald Trump veut créer. Justement, c'était la seule voie qui restait à la Russie pour pouvoir ramener maintenant tout ce qui... Parce que les États-Unis, quand vous êtes contre les États-Unis, on interdit même les alliés de collaborer avec vous. Donc ça veut dire que c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Donc quand vous avez affaire avec les États-Unis, vous avez affaire avec tout ce qui est derrière les États-Unis. Donc ça veut dire tout simplement aujourd'hui, tous les États, y compris certains États qui étaient au niveau du Golfe, parce que même l'Arabie Saoudite, c'est tout récemment que les choses ont dû changer. En ce qui concerne le Qatar, les Émirats Arabes Unis, c'est la même chose. C'est tout récemment que les choses ont dû changer. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est que finalement, les États-Unis ont accédé à cette demande de ces États qui composent justement le Golfe, notamment les pays producteurs du pétrole, parce que ce n'est pas anodin. Ce sont des États aussi qui annoncent des investissements colossaux au niveau des États-Unis. Donc c'est un échange. En contrepartie, vous traitez avec nous exclusivement et nous accédons à ce que vous voulez. Ce que les Arabes veulent aujourd'hui, c'est de réunifier la communauté arabisane, c'est de réunifier le Moyen-Orient qui est divisé. Le Moyen-Orient qui est divisé, vous connaissez aujourd'hui ce qui existe entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ce sont des rivaux dans une même région. Donc l'Iran qui est rallié à la Russie, justement. Et de l'autre côté, les États-Unis. Donc c'est comme une guerre par procuration. Par procuration. Donc je pense que Donald Trump, ce qu'il a compris finalement, est en train de comprendre finalement que ça ne peut pas continuer comme ça. Et finalement, il y a un couloir de négociation pour permettre à l'Iran de pouvoir, disons, bénéficier du nucléaire, même peut-être ça sera du nucléaire civil, pas comme le veulent les Iraniens, mais toujours est-il qu'il y a une discussion qui est ouverte là, ce qui n'a jamais été le cas depuis que les Iraniens ont annoncé la volonté de se procurer de cet arsenal nucléaire-là. Donc ça veut dire tout simplement que c'est une volonté annoncée aujourd'hui de réunifier, disons, les États qui composent le Moyen-Orient, sans pour autant oublier aussi le Liban qui est là. C'est la problématique, la véritable problématique aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que Benjamin Netanyahu puisse justement faire taire les armes, parce qu'en dépit de tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, Israël continue à attaquer la Syrie. Les bombardements continuent, parce que pour Israël, il y a des communautés minoritaires dont il se réclame la paternité qui subissent justement les exactions de l'État syrien. Exactions de l'État syrien, comme l'a rappelé. Il faut aussi craindre, Diallo, des impacts directs dans la sous-région. On a quand même planté un peu le décor géopolitique, l'Iran, le Yémen, le Liban, et la Syrie, l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, les grandes puissances essaient, tant bien que mal, de mettre la main sur certains États qui sont quand même ralliés. Ralliés, on a comme les différentes positions de ce côté, on a la présence russe, la présence européenne et la présence américaine. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des impacts directs sur les relations? Est-ce qu'il peut avoir des impacts directs sur les relations régionales, notamment avec les pays arabes voisins? Justement, c'est ce qui s'annonce là. Vous savez très bien qu'en dépit de tout ce que nous avons vu comme annonce hier, il y a des questions épineuses qui restent non résolues. C'est la reconnaissance de l'Arabie Saoudite de l'État hébreu, et c'est vice-versa aussi. C'est la reconnaissance d'Israël d'un État palestinien. C'est la reconnaissance des États-Unis d'un État palestinien. Ça, c'est une question épineuse qui reste là, qui reste persistante. Alors, est-ce qu'on va essayer de résoudre tout cela, d'autant plus que nous nous acheminons vers justement un monde multipolaire. Donc, l'ordre mondial est en train de changer. Les États-Unis l'ont compris, sont en train de se rattraper pour aller s'installer, pour ne pas dire se réinstaller au niveau du Moyen-Orient, pour ne pas que la Russie puisse leur voler la vedette. Bien, merci Diallo pour ces précisions. La pause derrière, on ouvre la minute de nos partenaires dans cette émission.
rappelle sur la carte d'identité nationale Marie-Louise. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. CIAC, votre partenaire d'excellence en gestion et développement. Nous sommes plus que des consultants, nous sommes votre allié stratégique à chaque étape de croissance. Des études de faisabilité de vos projets aux évaluations d'impact environnemental et social, nous fournissons des informations qui favorisent un succès durable. Nos stratégies sur mesure aident les entreprises, grandes et petites, à optimiser leurs ressources et à accélérer leurs résultats. Grâce à des programmes de formation spécialisés, nous permettons à vos équipes de diriger en toute confiance en développant des compétences essentielles comme la gestion de projet et l'intelligence émotionnelle. Quel que soit votre secteur, industrie, mine, commerce, BTP, CIAC est là pour transformer votre vision en résultats mesurables. CIAC, votre partenaire de confiance pour une réussite durable. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Amélioration des conditions de vie et de travail des employés du secteur des mines et carrières. Des fédérations syndicales évoluant dans le secteur se mettent en action pour la signature de la convention collective des mines et carrières. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus. Au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée? Merci de nous rejoindre dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner de Kavi, qui vous parvient du lundi au vendredi quand le 9h jusqu'à 10h30. Je vous l'annonçais tantôt. À présent, la parole aux partenaires. Et nous parlons de loisirs et d'évasion pour la jeunesse. Mondial Express, agence de voyage spécialisée dans le tourisme et les séjours sur mesure, lance une colonie de vacances à destination des jeunes de 13 à 17 ans. Un programme qui mêle découverte, apprentissage et développement personnel dans un cadre sécurisé et multiculturel. Djangalo, il faut quand même connaître, en tout cas savoir les différentes, les différents services, départements. Comment fonctionne en gros Mondial Express? Ah oui, effectivement, Abdallah, je me retrouve un peu dans un développement. Justement, puisqu'on parle de Mondial Express qui offre une opportunité aux gens de 17 ans, justement. De 13 à 17 ans. 13 à 17 ans. Mais il faut d'abord savoir que Mondial Express est une entreprise guinéenne, une agence guinéenne qui est fondée en 2015 par Monsieur Edouard Koundounou, et donc est une agence spécialisée dans le tourisme, tout ce qui est aussi déplacement, de séjour sur mesure, il faut le dire, grâce à des services complets qui partent de la billetterie jusqu'à l'assistance de visa, Abdallah, en passant tout simplement par le tourisme médical ou encore éducatif. Tout ça là, c'est des services qu'offre Mondial Express. Ils offrent également à leurs clients une expérience vraiment sans égale, il faut le dire. Donc il y a entre autres la billetterie que nous avons citée et la réservation de l'émission des billets d'avion. Il y a la logistique et le transport pour les déplacements qu'ils offrent également avec des coordonnées bien ficelées. Alors il y a le nettoyage et l'assainissement aussi qui fait partie des services offerts par Mondial Express aussi, Abdallah. Il y en a plus de tout ça là, Abdallah. Ils ont des pôles stratégiques de développement en finance, notamment en ressources humaines et surtout en marketing et aussi en communication, ce qui me plaît beaucoup. Alors, ce qui soutiennent leur engagement envers vraiment l'excellence et surtout l'intégrité dans ce monde ou dans ce milieu-là aujourd'hui. Voilà, entre autres, Abdallah, ce que nous allons développer tout à l'heure avec notre invité. Notre invité qui est déjà sur ce plateau, Monsieur Seyi Afolosia, responsable stratégie et développement de Mondial Express. Bonjour, bienvenue dans le scanner. Bonjour, Monsieur Dalla, bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Merci d'accepter cette invitation. Colonie de vacances, il faut comprendre et nous allons suivre ensemble cette courte vidéo. Derrière, nous allons donner la parole à notre invité. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net.
On parle de Mondial Express et de cette initiative colonie de vacances pour les jeunes de 13 à 17 ans, M. Afolos. Quel est le but de la colonie de vacances? En fait, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler effectivement de cet événement qui est la colonie de vacances qui va se tenir du 14 juillet au 19 août. Retenez tout simplement le thème retenu pour cette colonie de vacances, c'est le sport, c'est la culture et l'apprentissage pour les tout-petits. Oui. Donc, c'est à la base, c'est ce qui vous motive à organiser ou à lancer cette colonie de vacances? L'aspect motivation, retenez tout simplement que les enfants, nous souhaitons qu'ils changent un peu de cadre parce que durant toute l'année, c'est l'école, c'est la maison. Donc, c'est en quelque sorte, c'est une routine. Donc, nous allons leur permettre effectivement de changer de cadre de vie, de sortir un peu de la Guinée, puisque la colonie de vacances va se dérouler du côté d'Abidjan et du côté d'Accra. Ça va leur permettre d'avoir une ouverture d'esprit en tant que tout petit. Alors, on parle de culture, on parle d'apprentissage. Que peut-on savoir justement sur l'apprentissage que pourraient bénéficier ces jeunes-là à travers cette colonie de vacances? Alors, si nous prenons déjà dès le départ, arriver à Abidjan, il y a 4 jours à faire à Abidjan. Et au niveau d'Abidjan, ils vont visiter ce qu'on appelle la maison de la civilisation. Ils vont aller visiter la forêt des Banco. La maison de la civilisation se trouve où? Ça se trouve au plateau. Bien. Donc ils iront visiter la forêt de Banco qui est entre Adjamé et Yopougon, qui est quand même un repère du côté de la Côte d'Ivoire. Et après, on pourra faire des soirées artistiques au niveau où ils sont logés. Bien, oui, Diallo. Justement, en parlant du public cible, dites-nous quelle est la tranche d'âge requise pour pouvoir être admis? On a dit du 13 à 17. Du 13 à 17 ans. Pourquoi? C'est réfléchi parce qu'on se dit qu'à 13 ans, on est quand même un peu... On est adolescent, c'est vrai, mais c'est qu'il n'y a pas trop de contraintes. Et je dis, la condition au-delà même de l'âge, la condition principale, c'est la bonne santé de l'enfant en question. Et pour rassurer effectivement les parents, nous avons un médecin accrédité en la matière qui va consulter ces enfants-là et il va faire un dossier médical. Et sur la base de ce dossier, s'il nous est revenu qu'un enfant, même ayant déjà payé, souffre de quelque chose qui pourra nous rattraper plus tard, on sera obligé de restituer l'argent des parents purement et simplement. Au-delà des conditions de santé. Oui, allez-y. Au-delà des conditions de santé, nous rassurons aussi qu'il y a de l'assurance voyage et qui garantit tous ces aspects-là. Dès l'instant que nous partons, dans la mesure où on a déjà un dossier médical par enfant, dans ce dossier, l'enfant n'a pas d'antécédent. Et il arrive qu'on arrive par exemple à Abidjan ou à Accra et que l'enfant tombe malade. Puisqu'il n'a pas d'antécédent, l'assurance va prendre en charge à 80, à 100% tout ce qui pourrait arriver à l'enfant. Si c'est un cas de blessure, si c'est une urgence, ils ont des maisons d'assurance partenaires sur Abidjan et sur Accra qui pourront effectivement s'occuper de ces enfants-là. Donc nous partons avec un infirmier et nous avons des partenaires sur place à Abidjan et aussi à Accra. Continuons toujours de parler de votre public cible. Quelles sont les conditions requises? Est-ce qu'il faut forcément être scolarisé pour avoir accès ou en tout cas participer à cette colonie de vacances? Nous mettons un accent particulier sur l'aspect de la scolarisation. Parce que, retenez tout simplement du côté du Ghana, nous y serons pour 1 mois. Et 1 mois, c'est pour apprendre l'anglais de façon très intensive. Alors, imaginez-vous, quelqu'un qui n'est pas scolarisé, comment pourra-t-il avoir un niveau en français qui puisse vraiment passer à l'étape de l'anglais pour pouvoir faire cette immersion? Ce serait très difficile. Donc la première condition. Alors, oui, effectivement, il faudrait que tu sois déjà un élève ou un étudiant peut-être de 17 ans. Mais je voulais savoir aussi ce que je disais, conditions. Oui, conditions, c'est ce que je disais. Au-delà du niveau, vous avez cité tout à l'heure les conditions de santé. Il faut être en bonne santé, mais aussi il faudrait être à l'école.
Donc, quel que soit le niveau, est-ce qu'on va prendre les élèves du primaire? Est-ce que vous allez prendre les élèves du collège, peut-être la précision, ou du lycée, ou le tout inclus? En tout cas, le tout inclus, hein, en termes d'âge, on parle de 13 à 17. Donc déjà, sur cet intervalle-là, peu importe que vous soyez à l'école primaire ou que vous soyez au collège, si vous avez entre 13 et 17 ans, vous faites partie Pourquoi ne pas commencer par 10 ans? Pourquoi vous avez préféré 13 ans, M. Afolos? Non, 10 ans, imaginez-vous, je ne dirais pas que l'enfant n'est pas mature, mais il y a trop de contraintes à gérer. Et c'est pour éviter, il est trop jeune pour qu'on puisse partir avec lui. Donc, pour éviter tout problème, on a décidé effectivement, après études, on a retenu 13-17 ans. Bien. Parlons justement de ces contraintes-là, on va forcément atterrir sur l'encadrement. Dites-nous quels sont ces encadrants et quel est leur profit? Alors, comme on l'a dit, nous avons des partenaires très sérieux du côté d'Abidjan qui, effectivement, ont une dizaine d'années d'expérience. Et c'est avec ces mêmes partenaires que nous serons aussi à Accra. Donc, 15 ans d'expérience dans une activité, je crois que dans la vie d'un être humain, c'est pas petit. Donc, ils ont de l'expérience, on a des moniteurs. Donc, toute une équipe, au fait, hein, qui va encadrer. Pour l'instant, nous avons dit que pour notre première expérience, nous voulons une vingtaine de candidats. Mais là, avant que je n'arrive à cette émission, depuis hier, on était à 13 inscrits. Donc imaginez déjà sur 20, et à cet instant-là, il nous reste 7. Bon, je ne suis pas allé au bureau ce matin, mais certainement ça a dû évoluer. Donc moi, je dirais aux parents, bah, écoutez, si vous estimez que vous pouvez faire un joli cadeau à vos enfants, c'est l'opportunité ou jamais, quoi. Mais quel est le taux d'encadrement? Nombre d'enfants, par exemple, par Alors, parlant de taux d'encadrement, c'est 5 enfants pour un adulte. D'accord. Donc, si vous aviez 20, vous avez 4 adultes. Exact. Mais si vous avez plus, si nous avons 25, on a 5 adultes. Alors, sur cette précision, puisque vous avez dit que vous n'en aurez besoin que de 20, est-ce que, au regard de l'affluence, vous pouvez revoir le taux à la hausse, le nombre à la hausse? Alors, il y a une probabilité d'aller jusqu'à 25. Probabilité. Probabilité d'aller jusqu'à 25. Forte ou faible? Peut-être une forte probabilité. Une forte probabilité. Oui, Yann. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez des activités qui seront tenues. Il y a des visites qui sont programmées. Il y a encore de l'apprentissage de l'anglais. Alors, quelles sont aujourd'hui justement d'autres activités, je voulais dire, qui sont prévues à part ces activités que vous nous avez citées? Parce qu'on parle aussi de sport. Oui, je voulais apporter aussi une précision. Lorsque vous avez fait tout à l'heure le déroulé des activités de Mondial Express, vous avez parlé du tourisme éducatif et du tourisme médical. Oui. Il y a aussi le tourisme événementiel. Alors, donc, voici une activité qui réunit le tourisme éducatif et le tourisme événementiel. Parce que les enfants qui seront, que ça soit, je vous ai parlé tout à l'heure d'une immersion artistique lorsqu'ils seront à Abidjan, et la même chose va se faire du côté du Ghana. Et ils feront aussi le sport. Hein. Et il y a des monuments historiques qui seront visités du côté d'Accra. Et tous ces éléments mélangés nous donnent un cocktail de tourisme éducatif et tourisme événementiel. Bien, oui, Diane posait la question, quelles sont les activités prévues au-delà de celles que vous avez citées? On a énuméré, on a parlé de sport, on a parlé de circuits touristiques ou excursions, on a parlé de cours intensifs d'anglais, et à la fin de ces cours-là, il va y avoir, j'allais dire, des enfants vont se sentir comme si ils sont dans un autre monde en reprenant ou en faisant du théâtre, mais en anglais cette fois-ci. Des activités culturelles alors? Exactement, des activités culturelles seront effectivement faites, comme je l'ai dit, des excursions aussi, le sport, puis, et bien d'autres choses. En fait. Est-ce que ces activités sont adaptées à chaque tranche d'âge?
Par exemple, puisqu'on parle de 13 à 17 ans. Tout à fait, on y a pensé. Si on a décidé de faire ces activités, c'est que c'est après étude, par rapport aux activités, qu'on a décidé d'adopter cette tranche d'âge. Donc, cela s'y est effectivement. Oui, oui, bien. Et si on parlait aussi d'organisation interne, comment est-ce que les enfants pourront justement avoir leur manger, je sais pas trop. Le repas, le menu alimentaire, les régimes. Qu'est-ce qui est prévu, leur régime alimentaire justement? Alors, donc ils ont droit à 3 repas par jour et des repas variés. Et nous tenons à préciser une chose aussi, c'est qu'un enfant peut avoir un problème d'alimentation, donc une spécificité. C'est aussi prévu. Mais il faudrait que le parent nous signale que moi, mon enfant ne mange pas ceci ou ne mange pas cela. Et sur la base de ça, nous allons prendre effectivement en compte. Mais retenez que nous avons 3 repas qui seront servis. Donc le matin, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. D'accord. Voilà. Alors poursuivons tout justement sur ce même angle-là, Abdallah, comment est-ce que vous comptez aussi gérer ne serait-ce que le sommeil, les douches, en tout cas une organisation interne? Oui, il y a un programme déjà qui est conçu. Déjà à partir de 7h30, les enfants vont se réveiller, ils vont faire leurs toilettes. Si au besoin ce jour, ils ont cours, ils seront transportés à les lieux de cours, ils vont descendre, ils vont prendre les petits déjeuners. Et on s'est dit qu'à partir de 21h30, les enfants doivent aller au lit. Justement, comment répartir ce temps, justement, en termes de repos, en termes de cours, puisqu'on est en vacances. En termes d'excursion aussi. On est en vacances, il faut tenir compte de tout cela. Comment tout cela va être réparti? Nous avons déjà, en interne, nous avons déjà conçu un calendrier pour la circonstance, en tenant compte que les enfants ne sont pas en année scolaire. Alors donc nous n'avons pas les prendre comme si effectivement ils étaient à l'école à Conakry. Nous avons tenu compte de ça. C'est pour un changement de paradigme, un changement de cap. Raison pour laquelle on les amène pour qu'ils puissent découvrir ce qu'ils n'ont jamais découvert. Alors donc le temps en termes de pression, je crois que ce serait quand même très léger. Donc on va aménager des programmes sachant qu'ils sont déjà en vacances. Bien. Mais pas en année scolaire. Qui parle d'excursion, qui parle de colonie, parle aussi de logistique et matériel. Tout à fait. Aujourd'hui, que doivent apporter ces enfants? Vêtements, équipements, documents pour éviter qu'ils ne soient submergés? Alors, en termes de matériel, logistique, on leur demande tout simplement une valise, mais il faut que cette valise... Une valise. Une petite ou une grande? Qu'elle soit tout dépend de... Bien. Mais il doit retenir qu'au départ de Conakry, ils prendront un avion et qu'en termes de transport aérien, il y a quand même une franchise qu'on donne gratuitement, donc 35 kilos. Donc ça veut dire que s'ils ont une grande valise et un petit sac, il y a ce qu'on appelle aussi les sacs en main. Donc, ils ne sont pas pesables, mais on peut peser, mais qui va à l'intérieur. Mais il y a les autres grandes valises qu'on va mettre dans la soute, donc 35 kilos, ça c'est la franchise. Donc, aux parents, mais comme ce n'est pas un déménagement, je pense qu'une valise moyenne avec des chaussures adaptées par rapport à la période et des habits et pas d'instruments... Il y a souvent des instruments qui sont interdits. On va les gens, quand ils vont s'inscrire au fur et à mesure, on va leur donner la brochure et ils sauront comment préparer ce projet de voyage et la valise. Avant qu'ils ne sachent comment préparer ce projet de voyage-là, parlons du transport. Monsieur Afolos, oui. Oui, et le transport est-il pris en charge et par qui exactement? Oui, bien sûr, c'est nous qui prenons en charge le transport. À partir de Conakry, ils vont prendre un avion, donc on fera un aller-retour Conakry-Abidjan, Abidjan-Conakry en avion. Et lorsqu'on sera du côté de la Côte d'Ivoire, on a déjà nos partenaires avec des cars climatisés. C'est-à-dire, à la limite, la différence entre ces avions et ce car, c'est que le car il roule sur la route et l'avion lui vole. Sinon, je vous dis que la climatisation est tellement... équivalente à ce qui est dans l'avion. Et aussi ces cas-là ont des hôtesses de l'air. Les hôtesses du moins à bord. Ce qui m'amène à poser cette question, quelles sont les dispositions prises pour pouvoir prévenir tout ce qui pourrait advenir en termes d'urgence, assurance, ce sont des adultes, sécurité, ce sont des adultes, donc il faut prévoir tout cela.
Retenez que même avant de partir ici, parce que nous avons déjà pris langue avec le projet pour l'autorisation parentale. Donc il y a tout un arsenal de documents qu'il faut fournir. Il faut que le parent donne son avis avec les photos des parents et les photos des enfants et tout ça. Donc nous sommes déjà rassurés de ce côté-là. Mais au-delà de ça, l'enfant qui doit voyager pour une première fois, il lui faut un carnet. Et ce carnet, on appelle le carnet jaune, avec les différentes vaccinations, parce que nous allons en tenir rigueur. Et l'enfant, on aura besoin aussi de son carnet, j'allais dire, de suivi lorsqu'il était tout petit. Parce qu'il y a des vaccins qu'il peut ne pas avoir fait. Et nous allons demander à ce que ces vaccins-là soient effectivement et régulièrement faits avant tout départ. Donc, carnet de vaccination international pour lorsque vous devez sortir de la Guinée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pris des dispositions pour l'assurance voyage qui nous garantit toute situation désastreuse qui pourrait éventuellement se passer du côté d'Abidjan et du côté d'Accra, puisque les parents n'étant pas là-bas, nous représentons en quelque sorte les parents. Donc nous allons veiller au grain. Et retenez, comme je l'ai dit, il faut un dossier médical qui nous dit, écoutez, ces enfants-là vont très bien. Ok, donc on les prend étant très bien et nous partons. Mais au retour, avant de les remettre aux parents aussi, nous allons faire aussi un autre check-in médical pour dire que hier, lorsqu'on les prenait, ils allaient bien, mais aujourd'hui, on vous les remet, ils vont très bien. Il faut cette précision aussi. Alors, vous représentez leurs parents là-bas, c'est ce que vous venez de Bien dire. sûr. Justement, alors quelle est cette politique de communication que vous avez mise en place pour pouvoir échanger justement avec leurs parents une fois là-bas? Ok, nous sommes en train de boucler l'aspect communication, mais nous allons créer un groupe WhatsApp que nous allons mettre à la disposition des parents et des enfants. Ils y seront avec une possibilité d'envoyer des vidéos, des photos et des SMS à les parents. Mais retenez, tout cela sera encadré. Hein. Voilà. Très encadré. Très encadré, oui. Alors, justement, en parlant de tout ce que vous venez tout ce que vous venez de rappeler ici, il y aura justement de coûts liés à l'inscription. Dites-nous quels sont ces coûts financiers. Alors, le coût financier, c'est de 25 millions de francs guinéens. 25 millions pour tout le processus. Pour tout le processus. C'est-à-dire aller, retour, hébergement, restauration, sport, culture, études, excursions, tout. Et éventuellement tout ce qui est pris en charge médicale. L'agence assure, Mondial Express assure, à seulement 25 millions de francs. À seulement 25 millions, au fait, nous avons décidé, je peux dire, c'est comme si c'est un don, au fait, en réalité, que pour cette première expédition, pour ce premier voyage-là, nous avons estimé que c'est vrai, on a besoin d'argent, mais dans ce cas d'espèce, pour l'instant, puisque nous sommes à notre première expérience, c'est comme si, au fait, c'est du cadeau en quelque sorte. Sinon, lorsqu'on a fait des évaluations, nous sommes allés au-delà de 25 millions. Mais on a dit, compte tenu du niveau de vie en Guinée et de la cherté, on fait ce sacrifice et on laisse à 25 millions de francs guinéens. Oui, il y a certainement, pour tout ce que vous avez compris. Il y a certainement des parents qui nous écoutent, d'autres qui nous regardent. Aujourd'hui, quand on parle de 25 millions, vous l'avez dit, avec le coût en République de Guinée, d'autres peuvent dire, mais 25 millions, c'est trop. C'est trop. Maintenant, il faudrait stratégiquement expliquer que couvrent ces 25 millions. Alors, je dirais tout simplement, chers parents, ces 25 millions sont détaillés comme suit. Vous avez le prix du billet d'avion aller-retour sur la Côte d'Ivoire. Vous avez le prix du car climatisé Abidjan, Accra, Abidjan. Vous avez l'hébergement à Abidjan. Vous avez les visites des sites touristiques à Abidjan. Vous avez la soirée artistique à Abidjan. Mais tout ça, il y a aussi le transport. On se déplace du lieu d'habitation et on va dans ces différents lieux. Et retenez qu'ils seront logés dans un hôtel 4 étoiles. Précision importante. Oui. Hôtel 4 étoiles. Donc, des parents qui ont voyagé savent ce que c'est qu'un hôtel 4 étoiles. Donc, départ pour Accra.
arrivé à Accra, on a suffisamment de sites à visiter, des excursions, des sports à faire, mais surtout l'immersion en anglais. Surtout l'immersion. Ça, on ne dira pas pendant un mois, ils vont maîtriser l'anglais, mais on s'est dit que pendant un mois, nous ferons ce que nous pouvons faire, parce qu'une chose est d'aller à l'école, ils vont aller au cours effectivement, mais quand ils reviendront à la maison, il y a des exercices. Mais il n'y a pas un professeur qui viendra, mais c'est nous-mêmes, nous avons un minimum en anglais, donc nous allons les aider aussi à faire les exercices où ils seront logés. Et vous avez aussi la restauration. Et je vous disais tantôt qu'il y a 3 repas par jour. Et ce sont des repas qui sont variés. Bien. Connaissant déjà le coût de vie du côté du Ghana, je peux dire qu'à la limite, la moitié même de ces 25 millions seront déjà engloutis côté repas. Donc quand vous faites cette balance-là, vous direz que, écoutez, ça vaut vraiment le coup, quoi. On est vers la fin de cette émission. Oui. Vous l'avez déjà compris, vous avez détaillé de fond en comble cette initiative. Aujourd'hui, quel appel à lancer aux parents qui sont encore ou qui pourraient être réticents? Je dirais tout simplement, chers parents, faites un geste très important pour vos enfants, pour leur permettre de se vader en quelque sorte. Et c'est très instructif, hein? Sortir de chez soi et aller voir chez les autres, ça vous permet une ouverture d'esprit. Donc, étant déjà très petit, c'est vraiment le meilleur cadeau que vous puissiez leur donner. Allez-y, il nous reste peut-être moins de 5 places. Alors, écoutez, c'est celui qui sera rapide qui prendra les places, quoi. Merci, voilà. Monsieur CI Afolosia. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le responsable stratégie et développement de Mondial Express, notre partenaire, notre premier partenaire, si on peut l'appeler comme ça. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et nous comptons vous recevoir après ou même avant, à quelques jours de cette colonie de vacances. Il n'y a pas de problème, je suis vraiment entièrement à votre disposition. Merci infiniment pour tout ce que vous faites, on vous suit partout. Merci. Et je crois que persévérer dans cette lancée-là, Dieu fera le reste, quoi. C'est ton devoir. Merci. Et merci, Mamadou Dian. Merci, Abdallah. Merci à tout le monde. Merci, Yaye Diallo. Merci, Abdallah. Merci aux auditeurs et téléspectateurs, à l'équipe technique du jour. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.